Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 16 mai et aujourd'hui je te propose un sujet d'astro. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'astro, la dernière fois c'était sur la mission Artemis. Je te propose maintenant de s'éloigner encore plus loin de l'orbite lunaire pour aller vers des objets les plus loin, fait partie des objets les plus éloignés du système solaire, qui appartiennent même au système solaire externe. Ce sont des objets qu'on appelle les transneptuniens. Je vais revenir bien sûr sur ce que c'est, par quelle définition ils sont caractérisés. Mais d'abord, parlons de l'article de source secondaire qui nous intéresse, sur lequel je me suis penché. C'est un article qui nous provient du média Le Blob, un média que je vous recommande chaudement, bien sûr, si vous voulez suivre des petites perles d'actualité scientifique de temps en temps. Il s'agit, dans cette news scientifique, d'un corps, d'un objet qui n'a pas été découvert récemment, puisque c'est depuis 2002 que cet objet a été mis en évidence. Mais aujourd'hui, c'est un papier scientifique qui essaye de caractériser quelque chose de très particulier qu'on n'avait pas vu venir sur cet objet. C'est quoi? C'est une atmosphère! Et oui, c'est ça la grande nouveauté de cet objet, la mise en évidence d'une possible atmosphère qui existerait dans ce corps glacé, un corps qui est très éloigné et un corps aussi tellement petit qu'on n'attendait pas justement l'existence d'une atmosphère. Et tout le débat est là. On n'est pas encore sûr, même avec cette publication qui a l'air de montrer que, vous allez le voir, cette proposition d'existence d'atmosphère fait encore débat dans la communauté. Mais avant qu'on se penche plus précisément sur les résultats obtenus par l'équipe de recherche japonaise, puisque c'est une équipe de recherche japonaise, faisons un petite remise en contexte, bien sûr, de ce que sont ces objets qu'on appelle des objets transneptuniens et pourquoi c'est intéressant de se pencher justement sur leur nature, bien sûr. Le RN en PLS en apprenant l'existence des transneptuniens, eh bien oui, comment vont-ils faire pour empêcher les transneptuniens de wokiser l'entièreté du système solaire? Je ne sais pas, c'est pas notre problème, nous on est très contents qu'ils existent, ces objets. Ces objets qui sont, comme leur nom l'indique, des objets en fait au-delà de l'orbite de Neptune. C'est comme ça qu'ils sont caractérisés. Alors, est-ce que vous connaissez les planètes du système solaire? Première question. Question relativement simple. Est-ce que vous les connaissez dans l'ordre aussi? C'est ça, du Soleil, enfin du plus proche du Soleil, de la planète la plus proche à la plus éloignée. Ça, c'est une autre paire de manches. En tout cas, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais Pluton ne fait plus partie des planètes. Ok, Pluton a été déclassé depuis quelques années. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a découvert dans la zone où se trouve Pluton, qui s'appelle la ceinture de Kuiper, ou de Kuiper, ou de ce que vous voulez, parce que j'arrive jamais à prononcer comme vous voulez le nom de cet astronome hollandais, il me semble. Bref, dans cet endroit-là qui est très éloigné, vous avez en fait plein d'objets. Vous avez à la fois des objets qu'on pourrait qualifier de petits corps, comme des comètes, surtout des comètes d'ailleurs, et éventuellement des astéroïdes. Et vous avez aussi dans cette ceinture, eh bien, ce qu'on appelle des corps un peu plus gros, qui sont de l'ordre de quelques centaines de kilomètres, par exemple, de diamètre, qui s'apparentent à des planètes, mais qui sont quand même des petites planètes, qu'on appellerait plutôt des planètes mineures, des planètes naines. Et en fait, il s'avère que dans cet espace, on trouve aussi Pluton. Donc alors, pourquoi Pluton a été déclassé? Parce que si Pluton devait rester une planète, alors ça voudrait dire qu'il y aurait en fait beaucoup de planètes dans notre système solaire. Il y en aurait plein, parce qu'il y a plein d'objets un peu comme Pluton qui existent dans cette zone qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Donc en fait, à ce moment-là, si on accepte que Pluton soit une planète, alors il y aurait probablement, alors je sais pas exactement combien d'ailleurs en termes d'ordre de grandeur, mais ça devrait se compter en plusieurs dizaines, voire même plutôt centaines ou milliers d'objets qui pourraient s'apparenter à des planètes. Donc alors, pourquoi, ou plutôt comment Pluton a été déclassé? C'est en ajoutant une règle supplémentaire dans la classification des planètes, à savoir que pour qu'un objet soit une planète, il faut que l'objet ait, en plus des caractéristiques générales liées à la masse et à l'orbite autour de l'étoile, il y a une caractéristique de nettoyage de son orbite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet
il doit, au cours de sa trajectoire autour du Soleil, eh bien, se balader dans un espace qui est relativement vide de matière, enfin peu dense, où il n'y a pas beaucoup d'autres objets autour, quoi. Et donc c'est pas trop le cas de Pluton, qui lui, comme il est en partie dans sa trajectoire, il vit, enfin il traverse la ceinture de Kuiper à un moment, bon bah en fait il fait partie de ces objets qui n'ont pas nettoyé leur orbite à proprement parler, parce que ça reste un petit objet Pluton qui n'a pas l'attraction gravitationnelle nécessaire pour pouvoir bien nettoyer justement son orbite. Non, alors justement, Gum, je réponds tout de suite à ta question. Le critère d'atmosphère, je ne crois pas qu'il fasse partie des caractéristiques d'une planète. Justement, et d'ailleurs, je suis quasiment sûr, puisque Mercure, typiquement, il y en a d'autres, mais Mercure, je pense à Mercure et Mars, ça fait partie des... Bah, je crois que c'est les 2 seules planètes, si je ne me trompe pas, qui ont les atmosphères les plus ténues. Alors, ces corps ont quand même des atmosphères, mais il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Il y a vraiment peu de matière, peu de densité de matière dans ces atmosphères-là. Donc voilà, là on va parler d'objets du coup qu'on appelle transneptuniens, je reviens un peu sur le sujet, donc qui sont au-delà de Neptune, et dans ces objets bien sûr on a Pluton. On a tous les objets aussi de la ceinture de Kuiper. En réalité il y a une belle infographie qui existe, sur laquelle je vais me baser. Hop, je vous la montre là, c'est ça. Pourquoi je vous montre cette infographie? Parce qu'elle résume un peu ce qu'on appelle un objet transneptunien. Là vous avez en gros en abscisse la distance par rapport à notre étoile. Vous voyez que Saturne typiquement se situe là. Uranus se situe ici à droite. Neptune se situe encore plus à droite. Donc plus vous allez sur la droite, plus vous vous éloignez du Soleil, d'accord? Et ensuite, quand vous éloignez encore plus de Neptune, vous avez les objets transneptuniens. Et après, dans cette large famille d'objets transneptuniens, vous avez des sous-familles qui sont en couleur. Vous avez les objets qui appartiennent à la ceinture de Kuiper, justement, qui sont en bleu ici. Vous avez ce qu'on appelait les plutinos, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Les plutinos, ce sont des corps qui s'apparentent à Pluton, en fait. Tout à l'heure, je vous ai dit, Pluton, il a rien d'exceptionnel. Ouais, il a tellement rien d'exceptionnel qu'on a défini une famille d'objets qui ressemblent à Pluton. Alors quand on dit ressemble, c'est parce qu'ils ont une caractéristique très particulière. Alors c'est là où c'est peut-être l'élément un peu technique qui sert pas pour la news d'aujourd'hui, mais qui est quand même, je trouve, intéressant. Comment on définit les plutinos? En fait, un plutino, ça va être un corps qui va ressembler à Pluton, mais d'un point de vue gravitationnel par rapport à Neptune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plutinos, ils sont en verrouillage gravitationnel par rapport à Neptune en 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque... que je me trompe pas. Lorsque Neptune fait 3 tours autour du Soleil, alors le Plutino en fait que 2. En gros, tous ces corps-là, que ce soit Neptune, Uranus, Saturne, les Plutinos, tout ce que vous voulez, tout tourne autour du Soleil, d'accord? Sauf que chaque corps met un temps différent pour tourner autour du Soleil. Et il y a des corps qui sont verrouillés gravitationnellement les uns les autres. Les Plutinos, en fait, ils sont verrouillés gravitationnellement avec l'orbite de Neptune. Ce qui fait que lorsque Neptune fait 3 tours, lorsque Neptune fait 3 tours du Soleil, 3 tours autour du Soleil, alors les Plutinos, normalement, n'en font que 2. Voilà. Ça, c'est la caractéristique qui fait qu'un objet est appelé un plutino ou pas. Et en plus de ça, alors je pense qu'il y a aussi le fait, bien sûr, que l'objet doit se situer dans la même zone. Ça sera un objet transneptunien qui se situe dans les alentours de Pluton en termes de distance par rapport à l'étoile, quoi. C'est les poteaux rotatifs de Pluton. Ouais, c'est ça. C'est un peu les cousins. Ils sont de la même... Et Pluton fait pareil. C'est-à-dire que Pluton est pareil, est en verrouillage. Pluton fait partie des Plutinos, en fait. Pluton est en verrouillage gravitationnel avec Neptune, puisqu'il suit cette règle-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. C'est un Plutino qui, je le rappelle, a en fait été découvert en 2002, et il n'a pas de nom, on va dire, plus commun que ça. Il n'a pas été renommé, il tient toujours
un nom à coucher dehors. Alors je vais le dire une fois et ensuite je vais prendre une abréviation parce que c'est un peu chiant. Son nom complet c'est ça. 612 533 entre parenthèses 2002 XV93. Alors la seule chose que je connais ici, c'est que je sais que le 2002 ici c'est l'année de la découverte. Le reste je sais pas du tout, mais bien sûr que c'est des données qui sont en rapport avec des éléments scientifiques. Si vous voulez aller chercher la correspondance de à quoi ça correspond, faites-vous plaisir. Voilà, moi j'ai pas fait cet effort-là, peu importe. Donc dans la suite de cet article, je vais juste appeler ça XV93, d'accord? Vous me pardonnerez, j'ai pas envie de tout reprononcer à chaque fois. Je vais appeler ce Plutino XV93, ça sera très bien comme ça, ok? Donc XV93, c'est la plaque d'immatriculation du découvreur, ça aurait pu. C'est donc voilà, 2002, c'est son année de découverte. Ça fait partie des Plutinos. C'est un petit corps dont les caractéristiques physiques avaient déjà été caractérisées justement en 2002 lors des premières observations. C'est considéré comme une planète naine, hein, on peut le dire, et son diamètre fait 500 km, donc c'est relativement petit. Alors par rapport à Pluton, d'ailleurs, je me souviens même plus du diamètre de Pluton. Il me semble que Pluton, je me demande si c'est pas quand même un peu plus grand. Oui, c'est ça. Le Pluton, c'est plutôt 2000 km de diamètre puisque le rayon est à environ 1000. Donc ça reste quand même un objet très petit. Et là, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi on s'intéresse à lui aujourd'hui? Eh bien, parce qu'une équipe de chercheurs japonais aurait réussi à mettre en évidence, avec des observations qui ont eu lieu en 2024, ils auraient réussi à mettre en évidence la présence d'une atmosphère sur un petit corps glacé comme celui-ci. Ce qui est quand même très très étonnant puisque ce n'est pas habituellement ce qu'on retrouve chez des objets aussi petits. Pour vous la faire simple, le cas général c'est quoi? C'est que plus un objet est petit, donc plus il est petit en général, moins il est massif, d'accord? Là on parle d'un objet qui fait que 500 km de diamètre, donc c'est pas beaucoup quand même. Je me demande si la Russie en superficie elle est pas plus grande que ça. En fait je me demande, mais si, c'est sûr. Et donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, plus un objet est petit en général, moins il est massif, et moins il est massif, moins il retient gravitationnellement les objets qui peuvent être à sa surface, d'accord? C'est comme les fameux astronautes sur la Lune quand ils font des sauts. Ah, vous voyez, ils font des sauts, mais on a l'impression que c'est entre guillemets au ralenti. C'est juste que quand ils font des sauts, bon bah ils sont moins attirés par la Lune que ce que nous on est attirés par la Terre quand on est sur la Terre. Pour le dire autrement, la gravité lunaire, elle est plus faible que la gravité terrestre. Ça, vous le savez. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, la Lune est moins massive que la Terre. Bon bah imaginez des corps encore plus petits. Eh bien là, la gravité, elle est encore plus faible. Donc plus c'est faible, moins la matière a de chances de rester collée à la surface. Et qu'en fait, l'atmosphère ne peut pas trop se mettre en place normalement sur des corps aussi petits. À ce moment-là, on parle même plus d'atmosphère, on parle vraiment de... Il peut y avoir une sorte de pseudo-atmosphère qui existe, il y a un peu de matière proche de la surface, mais c'est pas l'équivalent de ce qu'on peut retrouver sur la Terre, quoi. Pas du tout. Donc c'est une bizarrerie astronomique qu'on est en train de vivre parce que, normalement, sur des corps aussi petits, l'existence d'une atmosphère ne devrait pas trop, en théorie, être présente. Et là, nos amis les Japonais ont réussi, avec des observations, avec plusieurs observations au Japon, ils ont réussi, a priori, à trouver des indices qu'une atmosphère pourrait exister. Alors comment? Eh bien, ils se sont servis d'une éclipse. Et oui, vous allez le voir, j'en dis pas plus. Je vais en dire dans quelques instants. Ils se sont servis de la technique de l'occultation, les sciences occultes. Ils ont fait de l'ésotérisme. Non, pas du tout. Ils se sont servis de l'occultation, mais ce n'est pas de la magie noire, ne vous inquiétez pas. Alors, justement, intéressons-nous à cette publication. Donc c'est la source primaire que je vous montre ici, avec un petit peu de méthode. À la base, ce sont des chercheurs japonais
qui se sont même associés à un astronome amateur, donc ça a été un featuring entre des pros et des amateurs, pour observer l'occultation d'une étoile. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en gros, le fameux transneptunien là qu'on essaie d'observer, le fameux XV93, j'avais même oublié son nom, le fameux XV93, on a attendu qu'il passe devant une étoile. Alors c'est pas n'importe laquelle, je me souviens plus exactement précisément son petit nom, mais voilà. Il connaissait la trajectoire du corps autour du Soleil, et il connaissait aussi bien l'évolution de la voûte céleste, c'est-à-dire l'évolution des étoiles, comment les étoiles, au gré des saisons, se déplacent dans la voûte céleste. Et donc il savait à l'avance que une étoile en particulier allait être occultée par le passage de XV93. Et donc, en fait, depuis le Japon, ils se sont mis à plusieurs sites. Alors, un site à Kyoto, un site à Kiso, un à Fukushima et un autre à Okayama. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà venus au Japon qui connaissent ces endroits-là. Alors oui, Fukushima, exactement comme la centrale. Sauf que voilà, là, ça a été un astronome amateur qui a aidé à l'observation. Et donc, à 4 endroits différents du Japon, ils ont fait une observation en même temps, cumulée, du phénomène d'occultation. Donc d'éclipse, si vous voulez. Et comme une éclipse. Salut Frames, salut NotClear, salut Nyok, bienvenue à tous ceux et celles qui arrivent. Hein, désolé, je lis pas trop le chat, je pars en tunnel. C'est pour essayer d'être le plus succinct possible. Si vous avez des questions, j'y répondrai après, bien sûr. Le problème, c'est que c'est sur ces 4 points d'observation, en fait, il n'y en a que 3 qui ont été exploitables parce qu'à Okayama, malheureusement, ils écrivent ici bad weather. Bah ouais, en fait, ils ont eu un mauvais temps. Donc, ils n'ont pas pu faire des observations de l'éclipse. Ok. Donc, il n'y avait plus que 3 endroits où ils ont pu faire des observations. Et sur les 3, il y en a 2 où ils ont bien pu voir l'occultation complète, où ils ont vraiment vu l'étoile s'assombrir et disparaître. Et il y en a une où ça s'est un peu assombri, mais ça a pas... Voilà, c'était pas total comme éclipse. C'est à Fukushima. Et d'ailleurs, ça se voit... Alors là, je vous montre vite fait sans trop m'y appesantir, parce que voilà, c'est les infos de la source primaire, c'est un peu technique. Je vais enlever exceptionnellement la cam poids là, parce qu'elle nous gêne un peu. Et voilà, vous avez ici, grosso merdo, je vous montre qualitativement à quoi ressemble l'observation. C'est un peu à l'instar de ce qu'on fait avec habituellement les exoplanètes. Quand on cherche à détecter des exoplanètes, on va aussi se servir de la diminution de la luminosité de l'étoile lorsque une exoplanète passe devant. Bah là, c'est un peu pareil. Vous avez en fait le fameux transneptunien qui passe devant l'étoile et on va voir comment la lumière de l'étoile diminue. Donc là, vous avez pour Kiso, vous avez le profil voilà, de diminution de l'intensité lumineuse ici. Vous voyez que avec le temps qui passe, boum, ça chute et après ça remonte. Et pour Fukushima, bah, typiquement, justement, l'occultation n'était pas totale. Ça se voit qualitativement ici sur le graphe. Vous voyez que pareil, vous avez une diminution du flux lumineux, de la diminution de la luminosité de l'étoile, mais très clairement, elle est beaucoup moins marquée parce que l'occultation n'était pas totale. Et ça, c'est à cause de la différence de lieu d'observation, j'imagine. L'intérêt de faire des observations à différents endroits, c'est, il me semble, de pouvoir, dans une certaine mesure, un peu trianguler et être capable de mesurer, justement avec un peu plus de précision, la taille de l'objet et puis surtout les potentiels, excusez-moi, la potentielle signature qu'on peut retrouver dans l'atmosphère, si elle existe, l'atmosphère de ce corps. Donc là, pour le moment, ce que je vous ai juste montré, c'est l'aspect détection de l'occultation. Il y a toute une autre partie technique autour de la caractérisation de l'atmosphère, parce que comment ils ont réussi à mettre en évidence justement qu'il y a une atmosphère, en fait, ils se sont servis de modèles. Parce qu'en réalité, si vraiment il n'y avait pas d'atmosphère... Alors, je vous montre vite fait les graphes, mais pareil, je ne vais pas m'y appesantir parce que c'est un peu technique. Ça demanderait... Même moi, j'ai pas très bien compris un certain nombre d'éléments de la publication, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Parce que sinon,
je vais me perdre dans des explications que moi-même je ne maîtrise pas. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ils se sont servis de modèles pour essayer de voir si leurs observations étaient cohérentes avec l'existence d'une atmosphère. Pour le dire autrement, c'est ils font des observations de l'occultation. Et cette occultation, elle est un peu particulière parce que au lieu d'avoir, comment vous expliquer, si le corps n'a pas d'atmosphère, l'occultation elle est brutale, c'est-à-dire qu'il y a une forme de, ça s'éteint d'un coup. Alors que là, enfin en gros, vous avez le corps qui passe devant l'étoile et d'un coup la luminosité s'arrête strictement, on va dire, ça s'arrête de manière brutale. Sauf que là, comme il semblerait qu'il y ait une atmosphère, alors l'occultation est un peu différente et pas tout à fait sur, en tout cas le début, au tout début. Sur la partie, on va dire la partie qui correspondrait à l'atmosphère justement, l'occultation, elle n'est pas aussi nette et précise. C'est comme s'il y avait un peu de flou, etc., qui serait dû à l'existence de l'atmosphère. Et donc, ils arrivent à observer ça avec leurs instruments. Et donc, ils observent cette bizarrerie optique, on va dire ça comme ça. Et une des seules manières d'observer cette bizarrerie optique, c'est de faire un modèle et dans ce modèle d'inclure l'existence d'une atmosphère. Et en fait, je vous montre vite fait la figure, mais l'idée c'est ça, c'est que là sur cette figure, il y a 3 figures parce qu'ils ont fait 3 modèles, 3 simulations avec 3 types d'atmosphères différentes. Le premier, alors je passe vite fait, hein, le premier c'est le cas d'une atmosphère composée uniquement de méthane. Le deuxième cas c'est avec de l'azote principalement et un petit peu de méthane en vrai. Et le dernier c'est du monoxyde de carbone principalement avec un peu de méthane. Bon, peu importe la composition, j'ai envie de dire, parce que dans les 3 cas, ils arrivent avec leur modèle à justement, on dit fitter, c'est-à-dire faire correspondre leur modèle aux observations. Donc dans les 3 cas, ils arrivent à fitter, c'est-à-dire ils arrivent à faire correspondre les observations qu'ils obtiennent avec le modèle. En fait, ça se voit grosso merdo ici. En fait, la ligne noire, la courbe noire que vous voyez là, ça c'est le résultat de leur modèle, d'accord? La courbe noire, c'est le résultat de leur modèle. Tous les points rouges, bleus, verts, ça c'est des observations, d'accord? À différents endroits du Japon. C'est les points rouges, bleus, verts, ça c'est les observations. Et en fait, tu vois que leur modèle en noir, ils suivent grosso merdo les points, quoi. Et le truc, c'est que s'il n'y avait pas d'atmosphère, donc si tu fais un modèle sans atmosphère, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as la courbe en pointillé. Vous voyez la courbe en pointillé? La courbe en pointillé, ça c'est un modèle sans atmosphère. Et vous voyez que le modèle sans atmosphère, lui, ne fit pas du tout, puisqu'il passe à des endroits où il n'y a pas des points colorés. Regardez, ça c'est des endroits où il n'y a pas de points colorés. Donc ça veut dire que leur modèle sans atmosphère a pas l'air de trop fonctionner, quoi. Du moins, il fonctionne moins bien qu'un modèle dans lequel on a mis du méthane, puisque le modèle avec le méthane, qui est du coup, je le rappelle, la courbe en noir, vous voyez qu'elle passe plutôt bien dans les points d'observation. Donc là, c'est pour vous faire comprendre qualitativement comment ils arrivent à postuler l'existence d'une atmosphère à partir des données d'observation. Alors non seulement ils vous disent qu'il y a une atmosphère, mais ils sont même capables de vous dire la pression atmosphérique, d'accord? Parce que voilà, dans le modèle, ça serait là par exemple, dans le modèle du méthane, ça serait une atmosphère qui ferait 124 nanobars, donc c'est extrêmement petit, hein. Je ne sais plus combien de fois, c'est en milliers, millions de fois inférieur à l'atmosphère de la Terre, mais bon bref, enfin nano c'est 10 puissance moins 9, donc comme c'est 1 bar l'atmosphère, on est à des millions de fois, quelque chose comme ça là. On est quand même à une atmosphère extrêmement ténue, d'accord? Donc il y a très très peu de molécules, mais il y en a quand même, et il y en a suffisamment pour que la différence s'observe. Donc dans ce modèle-là, par exemple dans le modèle où c'est du méthane, leur modèle qui marche bien, c'est quand l'atmosphère fait 124 nanobars. Pour leur modèle où c'est de l'azote, c'est 177 nanobars. Quand c'est le modèle avec le monoxyde de carbone, c'est 159. Bon bref. Ça, c'est la partie la plus technique de l'article. La suite, c'est quoi? Maintenant que je vous ai montré ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a plusieurs modèles qui ont l'air de fonctionner. Donc l'article ne peut pas conclure sur la nature de l'atmosphère présente sur XV93. L'article n'est pas capable de vous dire voilà, c'est une atmosphère composée de telle molécule. Alors,
comment ils ont choisi ces molécules-là? C'est parce que c'est des molécules qu'on retrouve dans l'atmosphère de Pluton. Surtout le méthane, il me semble. Donc ils sont pas partis d'hypothèses de molécules au pif, ils se sont servis de celles qu'on pourrait potentiellement observer sur un corps glacé, comme ce qu'on peut retrouver par exemple sur Pluton. La conclusion de l'article, c'est quoi? C'est de dire, on a l'impression qu'il y a une atmosphère, d'après les données, mais on peut pas vous dire exactement quelle est la composition. Maintenant, la question c'est de savoir d'où vient cette atmosphère. Donc là c'est intéressant. Maintenant on voit a priori la présence d'une atmosphère, d'où est-ce qu'elle peut venir? Parce que a priori, je vous ai dit tout à l'heure, un corps aussi petit que XV93 ne devrait pas pouvoir conserver son atmosphère. C'est tellement petit qu'une atmosphère comme celle-ci, elle devrait même partir, en fait. Au bout de, je crois que ça parle de centaines plutôt ou milliers d'années, un corps comme celui-ci ne peut pas conserver une telle atmosphère. Même si c'est une atmosphère très petite en nanobars, ça reste une atmosphère. Et donc, l'hypothèse derrière, c'est de dire que c'est une atmosphère qui, en fait, est temporaire, elle est passagère, parce que ça témoigne peut-être d'une activité au sein du corps XV93. Peut-être qu'en fait, il a généré cette atmosphère à cause de ce qu'on appelle du cryovolcanisme. C'est quoi? C'est le fait que vous pouvez avoir des remontées, non pas de magma en fusion, mais des remontées de matière plutôt glacée, qui sont éjectés à la manière d'un volcan, mais c'est de l'eau gelée, quoi. C'est de l'eau gelée et d'autres gaz qui vont avec, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cryovolcanisme, ok? Donc c'est ce cryovolcanisme qui peut-être est responsable de l'atmosphère qu'on voit, ou alors ça peut être aussi une atmosphère qui vient d'impact météoritique. C'est quoi? C'est par exemple, vous avez des météorites, des petits corps, des objets qui tombent sur XV93 et au moment de l'impact, en fait, ça élève dans l'atmosphère tout un tas de poussière et de gaz. Et justement, ces éléments-là va créer une forme d'atmosphère temporaire, quoi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est responsable derrière la présence de cette atmosphère. Peut-être que on assiste à du cryovolcanisme. Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est des impacts de météorites. En tout cas, la porte est ouverte en matière d'interprétation. Mais a priori, la détection de l'atmosphère a l'air d'être plutôt consensuelle. Alors je dis quand même plutôt, mais je vais quand même nuancer, parce que dans l'article du Blob, il parle d'un astronome qui, lui, est pas trop d'accord avec l'interprétation. Alors cet astronome ne fait pas partie des auteurs, il est extérieur à la publication. Et pour cet astronome-là, en fait, leur détection peut être non pas attribuée à une atmosphère, mais à peut-être l'existence d'un anneau qui serait autour du corps glacé. En gros, ça serait pas une atmosphère que le corps glacé aurait, mais plutôt une ribambelle de petits corps, une sorte d'anneau, quoi. Un peu à l'instar de Saturne qui a un anneau. Donc voilà, selon un certain astronome qui est en dehors de l'équipe, cet astronome prétend que les mêmes données qui ont été collectées pourraient être même interprétées différemment en disant c'est pas une atmosphère, mais c'est peut-être un anneau qui est vu par la tranche, quoi. Mais bon, les auteurs du papier ont l'air de dire ouais, mais un anneau vu par la tranche ne semble pas compatible avec les principales caractéristiques de nos observations. Donc voilà, il y a débat dans la commu, quoi. Il y a débat dans la commu, à savoir est-ce que c'est vraiment une atmosphère ou est-ce que c'est un anneau? Bon, a priori, les auteurs vont défendre que c'est vraiment une atmosphère et d'autres vont être un peu plus sceptiques. Bon, dans tous les cas, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, il y a clairement quelque chose, parce que visiblement, les modèles sans atmosphère montrent que ça peut pas être possible, ça ne correspond pas aux observations qu'ils font. Donc, il y a l'air d'avoir quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est un anneau, est-ce que c'est une atmosphère? On ne sait pas. Dans tous les cas, c'est intéressant. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de vous montrer un petit peu la méthodologie qui a été employée. J'espère avoir réussi à vous la faire comprendre dans les grandes lignes. Donc je rappelle pour ceux et celles... Nice. Je vous en parle très rapidement, je fais un résumé pour ceux et celles qui viennent d'arriver, mais on va s'arrêter là doucement. Intéressant. Résumé de la publication qu'on vient de voir ce matin. L'idée, c'est une équipe de chercheurs au Japon qui se sont penchés sur le cas
d'un objet transneptunien, donc un objet qui est au-delà de l'orbite de Neptune, qui fait partie des Plutinos, de la famille des objets de la même catégorie que Pluton. Ce Plutino, on le connaît depuis 2002, mais là, des observations en 2024 ont permis de caractériser ce qui semble être une atmosphère autour de ce Plutino en utilisant des différents points d'observation au Japon. Ils ont fait ce qu'on appelle de l'observation de l'occultation, c'est-à-dire qu'ils ont attendu que le Plutino en question passe devant une étoile de la voûte céleste. Et en faisant ça, en observant précisément l'occultation, ils ont pu en déduire des informations sur la présence d'une atmosphère. Alors, ils ne peuvent pas conclure quant à la composition chimique de l'atmosphère. Est-ce que c'est du méthane? Est-ce que c'est du monoxyde de carbone? Est-ce que c'est de l'azote? Peut-être un mélange des trois dans certaines proportions, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant. Ça nous a permis de voyager au-delà de Neptune et de rappeler quelques petites bases en matière d'astronomie. Pourquoi Pluton a été déclassé et aussi pourquoi il y reste encore plein de mystères en rapport avec ces objets si éloignés du système solaire. Voilà, merci YouTube d'avoir été là, j'espère que tu as apprécié. J'ai été assez direct. Je pense que ça fera une bonne rediff. Je suis très content d'avoir quand même, je pense, réussi à globalement bien expliquer ce qui se passe dans l'espace. Je te fais des bisous YouTube et je te dis à très bientôt pour une nouvelle rediffusion. Allez, des bisous, ciao!